Ma stratégie, donc, c'est que je vais essayer de trouver au moins un cas qui va me payer tous les autres. L'invitation est lancée, donc voilà. D'ailleurs, du coup, je double la mise. Oh là là, parce que je me dis que finalement, t'as tout mis sur la crypto. Quand t'es entrepreneur, il faut savoir donc savourer les petits moments de bonheur, les petites victoires, et puis il faut savoir dépasser les échecs, parce que évidemment, on en a aussi pas mal. Un entrepreneur, c'est forcément par définition un dépressif, parce que t'as une charge mentale permanente qui parfois te font dire j'en ai ras la casquette. Moi, je pars du principe que t'en donnes, t'en prends. Donc moi, j'en donne, donc j'en prends, il n'y a pas de problème. Très simple, 5 slides. J'ai dit voilà, le marché mondial s'étend, 25 millions derrière. J'ai l'expertise la plus forte. Ça veut dire quoi l'expertise? Ça veut dire que tu as une capacité à anticiper au nom de tes connaissances passées pour déterminer et décrypter le futur. Là, ça a été pour moi une rencontre décisive. Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et nous sommes de retour pour le Tech Show. Merci d'être avec nous pour ce tout nouvel épisode sur la tech, le digital et les startups. Chaque mois dans le Tech Show, nous recevons une personnalité influente du monde du numérique, que ce soit un homme politique, un dirigeant d'un grand groupe ou un expert du digital. Avant de vous dévoiler celui ou celle qui sera avec nous aujourd'hui en plateau, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, Ruben de l'agence Follow va nous parler influence physique. Également au programme, Adrien Laripa de 140 Studios nous parlera DNVB avec l'histoire mythique de l'échec de la startup Peeble. Nous recevrons en plateau Séverine Meunier, le célèbre jeu J'investis, j'investis pas avec notre invité, mais aussi des quiz, des défis et des surprises. C'est tout de suite dans le Tech Show. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un invité plutôt habitué des plateaux télé. S'il a commencé par la presse, c'est dans le domaine du voyage et du tourisme qu'il a connu ses plus grands succès. Passionné de voyage et de food, ce travailleur acharné aux 1000 vies est le fondateur du célèbre site Easy Voyage. Entrepreneur à succès, c'est à la télévision qu'il se fait connaître du grand public dans l'émission Qui veut être mon associé? J'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois au Tech Show l'un des pionniers du e-commerce en France. Jean-Pierre Nadir est notre invité. Et il arrive. Bonjour Jean-Pierre. Salut Vincent. Bienvenue dans le Tech Show. Merci. C'est une chance, c'est un plaisir de vous accueillir au Tech Show. Vous n'êtes pas trop dépaysé, hein, les plateaux télé, vous connaissez bien. Ouais, puis les fauteuils aussi, surtout maintenant. Les fauteuils, bon, ils sont confortables, ces fauteuils, c'est bon par rapport pour l'anecdote, à qui de mon associé, donc quand on m'a affecté un fauteuil, parce que vous avez vu qu'on a chacun un fauteuil différent, donc j'avais pas le mien, et donc je suis allé en réserve, dans la réserve, en chercher un autre, et donc maintenant, depuis trois saisons, je suis bien installé. Parfait. Alors c'est fou cette aventure Qui veut être mon associé. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cette aventure? C'est M6 qui vous a contacté pour participer. Oui, alors, en creux, ce que tu veux dire, c'est pourquoi un gars pas très connu comme toi a été contacté par M6 pas du tout. Comme je l'ai dit, tu es un entrepreneur à succès, tu as fait énormément Non, mais je plaisante parce que, en fait, j'introduis le sujet comme ça parce que c'est un peu ça, quand même, la réalité. C'est-à-dire que dans cette émission, on peut dire quand même qu'il y a des gens qui ont plus de notoriété, donc historiquement, que d'autres. Marc Simoncini incarne très clairement donc, la French Tech depuis 25 ans. Eric était moins connu, mais Ledger donc, est très connu, donc il est porté par un succès donc, international. Et en saison 2, donc, les deux petits nouveaux, donc, c'était donc, Anthony Bourbon et moi. Et on était les deux pas très connus, donc, qui ont été sélectionnés, je pense, pour donner un peu de peps à l'émission, qui en saison 1 était un peu molle et manquait un peu d'interaction. Voilà, et donc je pense que moi, j'ai été en fait repéré donc, parce que j'ai fait pas mal d'émissions de télé, mais dans le cadre du voyage. Donc j'étais un peu connu dans le voyage, mais très connu même dans le monde. Easy Voyage, c'est un énorme succès. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Non, mais en tous les cas, c'est vrai que j'ai même été un peu expert du travel. J'ai fait des C dans l'air, j'ai fait pas mal j'ai fait Capital, etc. Donc voilà, j'étais un peu connu dans ce secteur-là pour mes expertises, ma capacité à verbaliser assez facilement, on va dire les choses. Anthony Bourbon, on l'a reçu au Tech Show et il nous a dit que c'était pas du bluff et que vous misiez vraiment votre argent personnel. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et donc, c'est tout l'enjeu de l'émission. Il y a deux choses qui sont fondamentales dans cette émission. C'est que, on n'a pas les dossiers avant, donc on rentre sur le plateau comme on fait là, et on va avoir deux pitchers, donc, ou trois, voilà, qui vont nous expliquer donc, ce qu'ils font, et on va découvrir un marché, un business, des individus, une histoire. Bon. Et à la fin, au bout de 1h15, 1h30, parce qu'encore une fois, il faut rappeler que c'est monté en 15-18 minutes, donc nous, on passe plutôt donc 1h15 avec les candidats, et donc à la fin, eh bien, il va falloir que tu expliques pourquoi tu mets de l'argent ou pourquoi tu n'en mets pas, et surtout que tu réfléchisses à
sujet-là. Est-ce que tu mets 300 000 € dans ce sujet-là ou pas? Évidemment. Le plus gros ticket que tu aies mis sur une société dans moi, c'est 300 000. 300 000. J'ai mis 300 000 € dans Biotimic, j'ai mis 300 000 € dans Palomano donc, cette année. J'avais fait Papépi. Moi, en fait, si tu veux... Et le plus gros ticket de tout qui va être mon associé, il a été... 1,5 million. 3 fois 500 000. Il y a eu donc, mais finalement ça s'est pas fait, mais sur le plateau en tous les cas, donc il y avait eu un élan donc à 3 investisseurs pour 500 000 chacun, donc pour. Le plus gros ticket pour une personne, c'est 500 000 qu'ils peuvent mettre sur. C'est ça. Sur une entreprise. Ceci dit, un candidat pourrait venir et demander 1 million d'euros. Hein, donc le candidat fait ce qu'il veut. Est-ce qu'en début de saison, vous déterminez chacun un budget que vous êtes prêt à allouer à l'émission, c'est-à-dire et de combien est ce budget? Là, Vincent, on voit que tu n'es pas seulement animateur de télé, quoi, donc l'émission, mais que tu es plutôt financier. Et donc, tu as raison. Alors, je ne sais pas ce que font les autres. Moi, en tous les cas, donc, je définis un budget, donc, à la fois parce que je ne suis pas richissime, tu vois, donc, et que c'est notre argent. Et donc, moi, en général, je viens avec 1 million d'euros. Voilà, par saison. Et ma stratégie, parce qu'il y a une stratégie, ma stratégie, donc, c'est que je vais essayer de trouver au moins un cas qui va me payer tous les autres. D'accord. Et donc, dans celui-là, je vais plutôt mettre mon ticket à 300 000. Donc, tu vois, donc je dis, j'ai un ticket à 300 000 sur une belle boîte, j'ai des tickets à 150 000 un peu plus risqués, et puis après, je me permets des prises d'initiatives un peu plus fortes sur des tickets à 50 ou à 100 000. Voilà, c'est comme ça que je raisonne. Alors, des fois, je fais moitié-moitié avec un autre investisseur, puisqu'on a cette liberté de pouvoir se mettre à deux donc, pour investir dans un cas, donc ce qui permet de monter aussi parfois donc, les montants, et puis surtout d'additionner des expertises. Moi, j'ai souvent investi avec Éric Larchevêque, par exemple, parce qu'on se complète assez bien. Et donc, on a déjà un gros succès qui est Ciao Ciao. Et donc, un gros succès, parce que on sait que quand on investit dans une start-up, en général, l'horizon d'investissement, c'est entre 6 et 8 ans. Ouais. Est-ce que là, vous avez déjà fait des sorties sur des sociétés dans lesquelles vous avez investi via Qui veut être mon associé ou pas encore? Non. Alors, j'ai dit un gros succès parce que Ciao Ciao, c'est une entreprise donc, qui est passée donc, dans la saison 3. C'est un jeune entrepreneur qui nous proposait donc, de transformer donc, des véhicules utilitaires en minivan, en disant c'est à la fois de l'upcycling, puisqu'on n'a pas acheté un deuxième véhicule, et puis ça permet de démocratiser l'accès finalement à la van life, qui est une grande tendance donc, de l'époque, sans avoir un gros investissement, puisque le kit coûte 3 500 €. Sur le plateau, donc, on s'est battu contre Matudi, parce qu'il y avait Blaise Matudi sur ce cas-là, et Delphine André, et moi je me suis mis avec l'archevêque, on a fait une proposition, et le gars faisait moins de 30 000 €. Moins de 30 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est là qu'on voit quand même la prise de risque, puisque le gars, il démarre, quoi. Donc, il y avait un début de preuve de concept avec 30 000 €. Mais enfin, il faut quand même... C'est vraiment une vraie intuition et une vraie conviction qu'il faut se forger. Ouais, c'est ce qu'on appelle en investissement du seed, d'investir au tout début. C'est ça. Et l'année suivante, donc en 2023, parce que là, on parle de 22, 30 000, en 2023, il a fait 690 000 € de chiffre d'affaires, 20 000 € de résultats. Voilà, et on est sur la traite pour faire 1,5 million, donc en 2024. Et on vient... succès. Voilà un exemple concret d'un succès donc, à date qui, certes, n'est pas liquide, parce que pour poser la question, est-ce qu'il y a eu des sorties? Je pense que non. Est-ce qu'il y a eu des échecs? Oui, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui s'arrêtent. Qui sont déjà arrêtées. Oui, de la saison 1, il y a pas mal de boîtes qui sont déjà arrêtées. Mais ce qui est le lot de l'investissement, toi tu connais bien ça, mais pour les gens qui nous écoutent et qui sont moins familiers de ces notions, c'est clair que c'est le lot, effectivement, de l'investissement en précide. Et donc, pour participer à l'émission, il faut avoir quand même une fortune personnelle. Et je crois que tu n'as pas honte d'en parler. Donc, aujourd'hui, tu es multimillionnaire. À partir de combien est-ce que l'argent, ça compte plus? Je sais pas. Moi, en tous les cas, donc l'argent, il continue à compter, puisque, si tu veux, par définition, j'investis. Donc, quand tu investis, tu comptes. Moi, je considère que j'en ai pas terminé avec le business. Donc, je pense que c'est pas tellement une question de montant, c'est une question aussi de statut et d'état d'esprit. Le jour, effectivement, où tu tailles tes rosiers donc, dans ta maison de campagne, à ce moment-là, je pense qu'avec quelques millions, ça suffit très largement. Avec quelques millions, on est déjà, bien sûr, déjà énorme. Bien sûr. Alors, Jean-Pierre, c'est le moment de revenir sur ta vie, sur ton parcours. Et donc, c'est parti pour l'interview Backstory. Alors, Jean-Pierre, tu es né en 1965 à Nantes, sous le nom de Nadir Benabadji, donc d'un père algérien et d'une mère bretonne. Et tu grandis à Concarneau, comme un vrai petit breton. Tu as grandi dans une ferme. Alors, à l'école, quel genre d'élève étais-tu? Tu étais plutôt un bon élève, un cancre ou un amuseur public? Je pense que j'étais un peu les trois.
Hein, donc j'étais à la fois un bon élève parce que j'ai toujours aimé l'école et j'ai toujours aimé apprendre en fait. Ma mère était prof. J'ai toujours considéré que la culture et donc se cultiver, c'était un moyen de s'élever. J'étais un peu cancre parce que parfois j'avais le sentiment de dominer peut-être un peu trop les sujets ou les copains et donc du coup je bossais pas toujours donc suffisamment. Et puis oui, j'étais assez drôle. Donc à 18 ans, tu lances ton premier business dans les campings sur les côtes bretonnes. Alors en quoi consistait ce premier business? Alors d'abord, c'est à 16 ans. À 16 ans, donc wow. à 16 ans, en fait, j'ai pris ma grand-mère avait une plaque pour faire des crêpes, donc on appelait une pilique, et donc j'ai pris cette plaque et je suis allé voir donc tous les campings de Carlivine, c'est une grande plage entre Port-la-Forêt donc et Concarneau, et je leur ai dit bah écoutez, je trouve qu'il y a un truc qui déconne, c'est que dans le coin il y a rien, les gens ils doivent prendre leur voiture pour aller à Concarneau, donc moi je vous propose que on anime des soirées crêpes, donc une soirée par semaine, et donc j'ai fait 7 campings, 7 soirées crêpes et donc j'ai dit plutôt que les campeurs donc aillent à la crêperie ira aux campeurs, voilà. Donc, et avec 2 copains. C'est presque le Deliveroo avant l'heure en fait. Alors ça j'ai fait ça après. Quand j'étais étudiant j'ai fait ça avec un copain donc de l'école de pub parce que donc dans mon histoire donc après j'ai le bac donc de justesse, je fais donc sciences éco donc et je comprends qu'en fait sciences éco c'est pas du tout ce que je voulais faire parce que c'est que des maths et moi en fait je pensais que c'était du business. Je fais une école de pub à Paris que je paye très difficilement. Je sais que je suis d'une condition modeste, que j'ai pas de fric. Je voulais me hisser et j'avais compris que peut-être le business me permettrait de le faire. Donc j'étais toujours en quête d'idées. Et un jour à Neuilly, donc je vois tous ces gens qui sortaient des bureaux et je me dis mais c'est quand même dommage parce que finalement ils pourraient déjeuner donc ensemble en mangeant différemment, c'est-à-dire que si quelqu'un veut manger un couscous et l'autre veut manger thaï, bah, ils peuvent pas parce qu'il va falloir choisir donc le resto. Et puis deuxièmement donc j'avais dans mes stages j'étais passé par Levallois qui était juste collé donc à Neuilly et où les restos le midi faisaient rien. Et donc je me dis mais finalement si j'allais voir les restos de Levallois pour proposer de livrer donc à Neuilly. Et donc j'ai fait ça, j'ai expliqué ça à un copain qui m'a dit c'est génial ton idée. Et donc on est parti donc voir les restos de Levallois. Ensuite de quoi j'ai fait le commercial pour aller dealer avec les boîtes donc de Neuilly en disant il n'y a pas de cantine, moi je vous propose qu'on puisse vous livrer. Donc j'ai fait une carte avec 4 restaurants, un oriental, un français, un asiatique donc et un italien. Et puis on a lancé ça, un copain avec une 2 chevaux qui récupérait donc les plats. C'est énorme. Oui, très vite en fait ça a commencé à marcher. Très fort, et en fait on n'avait pas la logistique pour répondre donc à la gestion des flux. C'est une bonne idée, mais après dans l'exécution ça demandait exactement. Beaucoup de logistique. Et ça j'ai été assez malin pour comprendre ça. Alors j'avais pas ces termes d'exécution etc. Mais j'ai compris qu'il y avait un problème quoi, et qu'on n'allait pas, on arrivait en retard, les plats etc. Et donc je me suis dit il faut faire un truc simple. Et donc là, je me suis lancé dans la pizza et j'étais le premier en Europe à faire de la pizza donc à domicile. Et ça a été mon gros premier succès. Les start-upers, on appelle ça le pivot. C'est-à-dire on teste quelque chose et puis on pivote plusieurs fois jusqu'à trouver le bon modèle. Mais là, c'était un pivot sur un modèle qui marchait, mais dont je n'avais pas les moyens de l'ambition. Je pense qu'une leçon importante pour ceux qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans le business, c'est de se dire qu'une belle ambition porté avec des moyens insuffisants, ça en fait un mauvais projet, en fait. Voilà. Et donc, moi, j'ai compris que je n'avais pas les moyens d'acheter 3 véhicules, de livrer toutes les boîtes, d'embaucher des gens, etc. Ça nécessitait peut-être plus de fonds. Il fallait des CAPEX. Bon, alors, moi, je ne connaissais pas le mot, mais il aurait fallu de l'investissement que je n'avais pas. Mais tu as appris, en tout cas. Exactement. Donc, une partie de ta carrière, tu as été commercial, et donc tu t'appelais Nadir Benabadji. Toi, tu as du mal à prononcer. Non, justement, en fait, tu en avais assez de répéter ce nom de famille que les gens avaient du mal à écrire. Et donc, tu avais décidé de changer de prénom. Alors, pourquoi changer de prénom? Est-ce qu'à l'époque, et peut-être même encore aujourd'hui, c'est compliqué de s'appeler Nadir en France? Ah non, Nadir, pas du tout, non. En fait, j'étais commercial et donc à l'époque, on appelait donc les entreprises qu'on voulait contacter, donc on appelait au standard. Et on disait allô, bonjour, je me présente, donc Nadir Benabadji, je voudrais parler donc à Vincent Kingbell. Et là, on disait Benabadji, vous l'écrivez. Alors, il n'est pas disponible, donc il vous rappellera. Benabadji, vous l'écrivez comment? Et donc je passais ma journée à dire B-E-N-A-B-A-D-J-I. D'accord. Un jour, j'appelle et quelqu'un me dit monsieur Nadir, comment vous allez? C'est incroyable, Nadir c'est génial comme truc. Donc je mets Nadir. Et donc le coup d'après j'appelle et on me dit de la part de qui? Je dis Nadir. Puis au bout de 3-4 fois quelqu'un me dit et votre prénom c'est quoi?
Alors, j'avais plus de prénom puisque je l'avais mis en nom. C'est ça. Et donc, voilà, et donc il a fallu trouver un prénom. Je me suis dit, Nadir, c'est 2 syllabes, c'est parfait. Donc, il me faut un prénom, du coup, un peu plus long. Donc, j'ai dit, je vais faire un prénom composé. Puis ensuite, je me suis dit, Nadir, c'est un peu exotique. Donc, je vais compenser avec un prénom franchouillard. Et donc, je savais que Jean, en sémiologie, j'avais de la sémio, je savais que Jean, c'était la terre. Pierre, c'est le commerce, c'est la virilité. Donc, j'ai fait Jean-Pierre Nadir. Putain, ça marche. Hop, je pars avec ça. Et depuis, tu as gardé. Ouais, après, j'ai gardé ça. Et donc, partout, je mets Jean-Pierre Nadir Benabadji. Je sais que cette explication ne convient pas à plein de gens qui disent que finalement. Que c'est un changement de prénom parce que Nadir, c'est. Oui, que c'est là, que j'ai renié mon nom. D'accord. Et que donc, j'ai renié ma famille. Bon, au moins, on a expliqué là. Voilà, et que j'ai renié mes origines. Mais d'abord, mes origines, elles sont bretonnes. Donc, si j'avais voulu, effectivement, donc, adhérer à ces origines, j'aurais pris le nom de ma mère, Le Guyader. Donc, premier élément. Ce que je n'ai pas fait, parce que je suis issu d'une double culture, et donc je porte cette double culture. Et donc, Jean-Pierre Nadir, en plus, c'est vraiment l'expression de cette double culture. Et Benabadji, je ne l'ai pas renié, puisqu'il est écrit partout, de Wikipédia, donc à toutes les fiches, au Wouzou, à toutes les fiches qui me concernent. Mais c'est vrai que dans le quotidien, quand tu es amené à utiliser ton nom comme une marque, Nadir, c'est beaucoup plus pratique. Je comprends. Un jour, tu rencontres Robert Laffont, donc pour lui vendre une opération marketing. Exact. Et là, il te fait une proposition, reprendre le magazine Entreprendre. Enfin, pas reprendre, m'associer avec lui pour développer donc, le magazine Entreprendre. Qui est toujours chez Laffont, en fait, oui, aujourd'hui. Bien sûr, Robert est toujours là, c'est toujours le même, il n'a pas vieilli. Là, ça a été pour moi une rencontre décisive. Pourquoi ? Parce que je pense que dans l'histoire de l'humanité, en fait, quand tu veux réussir dans un domaine, il faut être là où tous les gens forts du domaine sont. Et donc, moi, je me suis dit, entreprendre, moi qui veux faire du business, c'est un observatoire absolument incroyable. Je vais être au cœur du business. Je vais rencontrer un tas de gens qui font le business. Pour monter en compétences, pour apprendre. Voilà, je vais apprendre un tas de trucs. Et pour moi, c'était une masterclass permanente. Et donc, c'était les études que je n'avais pas faites, puisque c'était pas suffisant. Vous avez fait un MBA en entrepreneuriat avec Robert Laffont. Et où j'étais rémunéré. En plus, j'ai demandé des actions que j'ai revendues, et j'ai gagné 1 million de francs à l'époque, et ça a été vraiment donc ma cagnotte de démarrage. Et donc, à ce moment-là, vous lancez après un magazine de voyage. Alors tout seul. Et là, c'est un succès. Ouais, c'est moi qui suis tout seul, donc je quitte Robert, j'ai mon million et je lance un magazine de voyage, donc Voyager Magazine, dont l'idée en fait était très simple, c'était de faire un magazine qui disait aux gens où aller, à quelle époque et avec quels acteurs. Parce qu'avant, vous avez lancé 2 magazines, donc Mer et Océan et Sport Magazine, et là, ça a un flop. Alors avant, j'ai fait des magazines de cuisine où j'ai cartonné, et puis après, je voulais faire grossir le groupe. Donc pourquoi ? Parce que on a pris donc deux lois coup sur coup qui nous ont quand même beaucoup affaiblis. La loi Evin. Et deuxièmement, on a eu une deuxième loi où il a fallu quand on faisait des remises sur la pub, il fallait cumuler les mandats et expliquer comment on faisait. Et donc les coûts qui montent, la pub qui baisse, et moi je lance 2 magazines en plus pour pouvoir effectivement essayer de dire je force le destin, je vais être un acteur incontournable, etc. Et effectivement ces 2 magazines n'ont pas été que des réussites. Donc dans ton aventure, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et c'est ta résilience, t'as jamais abandonné, t'as toujours lancé de nouveaux projets jusqu'en 2000. Où tu as pas mal voyagé, et il y a quelque chose qui te fascine, donc c'est le web, Internet. Tu montes un autre site, et donc là, c'est la naissance de Easy Voyage, qui là, pour le coup, a été un énorme succès, parce que c'est plus de 200 collaborateurs, 3,5 millions de visiteurs par mois. À l'époque, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et tu cèdes, donc en 2015, la majorité d'Easy Voyage à Webedia. Est-ce qu'avec le recul, c'était le bon moment de vendre en 2015 à Webedia ? J'aurais dû vendre avant. D'accord. Tu as vendu quand c'était un peu sur le déclin. Mais oui, si tu veux. Donc là, j'ai pas été très bon. Et tu veux, donc si j'avais été excellent, donc je vendais en 2012 quand j'étais triomphant. J'étais dans les 2-3 premiers acteurs européens. On a loupé un peu le coche en pensant qu'on allait pouvoir faire toujours plus gros, toujours plus fort, alors même que l'écosystème qui était le nôtre était en train d'évoluer de manière extrêmement rapide. D'abord parce que Google lançait ses propres services. Et il prend toute la première partie de toutes les pages de réponse, de toutes les serves de résultats avec ses propres moteurs, donc ça change quand même l'écosystème. Deuxièmement, les gros acteurs marchands qui étaient donc GoVoyage, eBookers, Last Minute, etc., rachètent tous des comparateurs, Booking y compris, qui rachètent Kayak. Donc mes marchands deviennent mes compétiteurs. Et troisième élément, le niveau de puissance de mes compétiteurs change complètement, et notamment Kayak et Trivago investissent la télé comme on l'avait jamais vu dans l'histoire de la pub télé, puisqu'ils mettent des 25 millions d'euros par an, donc en France. Et donc moi je mettais 2 millions. Donc là tu te fais complètement asphyxier. Vous ne jouez pas avec les Exactement. mêmes armes. Et là on aurait dû se dire,
on vend, mais j'avais les investisseurs qui avaient peut-être trop confiance en moi et qui disaient mais non Nadir, tu vas trouver des solutions, etc. Alors que moi je sentais bien au fond de moi-même que les choses avaient basculé et qu'il était temps effectivement de trouver le bon moment pour vendre. Mais comme disent les militaires, tu vois, il faut savoir décrocher la position. Oui, tu t'avais quand même bien sorti à la fin. Oui, grâce à Webedia qui m'a fait une très belle proposition parce que Google me donnait plus d'audience gratuite. Mais avec Webedia, mes compétiteurs t'as retrouvé l'accès à l'audience. Voilà, achetaient de l'audience plus cher que moi, mais Webedia me redonnait cette bouffée d'oxygène. Alors, en 2021, tu fondes Fairmove. C'est un peu l'inverse du tourisme de masse. Ouais. Est-ce que tu peux bien nous expliquer? Oui, On parle d'éco-responsabilité. En fait, l'époque s'est organisée en disant le voyage, finalement, c'est que dramatique, et notamment donc, à cause de l'impact carbone. Et donc, on a vu Marche pour le climat des jeunes, Greta Grunberg en tête, donc, et tout le débat sur l'aérien avec Jean-Marc Jancovici, donc, qui te dit pas plus de 5 vols dans une vie. Mais c'est pas si simple, malheureusement, et c'est jamais aussi simple, les choses. L'aérien, en fait, c'est indispensable pour bon nombre de pays. Et aujourd'hui, on développe une logique qui est la solidarité climatologique, où on explique qu'il faut développer à destination un certain nombre de choses, et quand l'aérien est indispensable pour le développement touristique, eh bien, il faut effectivement donc, le préserver. Aujourd'hui, tu as 3 milliards de gens qui vivent avec moins de 3 à 5 $ donc, par jour. Ces gens-là, en fait, ils n'ont plus accès à l'emploi. Parce que si tu prends l'Afrique, qui va doubler de population, l'agriculture, aujourd'hui, à part le Maroc et quelques pays, ils n'ont plus accès parce qu'en fait, la machine-outil remplace l'homme partout. Et donc, c'est les pays occidentaux qui développent donc l'agriculture industrielle. De l'autre côté, le manufacturier, c'est-à-dire des usines qui polluaient d'ailleurs beaucoup et où on payait les gens à la tâche, c'est l'Asie qui s'est emparée de tous ces business-là. Et donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste le tourisme. Pour moi, le tourisme doit être un levier de développement à destination. Et pour moi, notre mission sur Fairmove, c'est de dire, on doit baisser l'impact carbone. On doit considérer évidemment la problématique, donc on doit baisser l'impact carbone et on doit monter l'impact social. Et en fait, c'est deux plateaux, le tourisme et notre mission. Et donc, je me suis dit, il y a des gens qui font ça partout dans le monde et qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas valorisés donc on va les labelliser. Mais parce que, en fait, on ne vend que du prix. Le tourisme, depuis 25 ans, ce n'est que du prix. Et j'ai contribué à ça pour le coup. Et donc, un marché dont le marketing ne consiste qu'à gérer du tarif, c'est un marketing qui est mort, quoi. C'est un marché qui est mort. Donc, moi, je dis, je vais redonner de la marge de manœuvre donc, aux différents acteurs, et j'ai valorisé ceux qui agissent positivement. Donc j'ai fait la vitrine de tout cela en expliquant donc, ce qu'ils font d'intelligent que je peux développer si tu veux. D'accord. Alors une petite question qui fâche, est-ce que ce tourisme éco-responsable, c'est pas destiné aux riches? Parce qu'en général, c'est quand même des tarifs élevés. Oui, alors c'est vrai et c'est faux à la fois, parce qu'on revient à la notion de CAPEX. C'est-à-dire que tu as un investissement qui est supérieur, mais par contre, tu as très vite des marges de manœuvre, puisqu'il y a plein de choses que tu ne payes pas. Notamment, si tu veux, tous les buffets du monde mettent du jus d'orange. Mais il y a plein de pays où il n'y a pas d'orange. Donc ces pays-là, ils font venir des oranges qui ont fait 3000 km. Ben moi, je propose donc de mettre sur les buffets du jus de goyave, du jus de papaye, du jus de mangue, en donnant de l'argent à des producteurs locaux et en recréant les écosystèmes gagnants à destination. Et alors Fairmove, en quelques chiffres, donc ça a été lancé en 2021. Oui, alors c'est surtout 2022, on va dire que l'activité commerciale donc, se développe, mais tu as raison, c'est 2021, c'était l'été 21, donc c'est très récent, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est non seulement Fairmove, mais c'est aussi donc, un développement donc, périphérique, puisqu'on a racheté donc, 3 entreprises donc, qui viennent, donc tu vois, il n'y a pas que toi donc, qui fait des build-up, hein, donc on essaye d'agréger des boîtes qui, entre elles, créent de la valeur. Donc, et donc j'ai racheté donc, une entreprise qui fait des circuits donc, solidaires, qui s'appelle donc, Double Sens, et qui, elle, donc, mesure à destination l'impact social donc, de ton voyage sur les populations locales. Et dont le gros du parcours, en fait, donc tu dors chez l'habitant, c'est en immersion, et tu déjeunes donc chez les habitants. Voilà, donc c'est un modèle qu'on appelle le tourisme solidaire et éthique, qui se développe beaucoup. Et puis j'ai aussi donc, une entreprise qui s'attaque au marché des comités d'entreprise pour expliquer et évangéliser, parce qu'en fait, ce concept, il est compliqué à comprendre, il est compliqué donc à marketer, tu vois, et donc il faut qu'il infuse, et pour infuser, c'est bien d'avoir des relais, et donc je pense que les comités d'entreprise sont un bon levier pour exprimer ce qu'on a évoqué. Alors merci beaucoup Jean-Pierre pour cette première partie. Donc avant de passer à la suite, on va retrouver Ruben, le fondateur de l'agence Follow, qui va nous parler d'influence physique IRL, in real time, quand l'influence sort de nos écrans. C'est parti pour la rubrique Creator Time. Hello à tous les amis, merci Vincent de m'inviter une nouvelle fois sur cette chronique. Aujourd'hui, sans surprise, on va parler d'influence, et notamment d'influence physique ou réelle, partagée sur les réseaux sociaux mais vécue dans la vraie vie. Car oui, l'influence est historiquement cantonnée aux plateformes, mais aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui nous amène à créer et imaginer des dispositifs qui sortent de nos écrans. Et je vais vous en donner un exemple, Anna RVR à l'Olympia.
Après avoir fait sold out en 20 minutes, Anna RVR a enregistré son podcast à l'Olympia durant 1h30. Et devant, attention, tenez-vous bien, 2000 personnes. Vous vous rendez compte? 2000 personnes? Voir des communautés de tout âge et de tout horizon se déplacer physiquement pour voir leur créatrice préférée est la preuve que l'influence peut rassembler en dehors du digital. Alors cette magnifique soirée m'a également rappelé à quel point l'influence peut impacter la société, notamment en fonction des sujets évoqués. Là par exemple, c'était la mise en avant de la santé mentale qui était le sujet de la soirée. Ça a renforcé le rôle positif que notre industrie possède et il est très important pour nous d'en être conscient. Alors, il y a Anna et l'Olympia, mais je pourrais aussi citer le GP Explorer de Squeezie, l'Hôtel Mafouf de Lena ou encore le Eleven All-Star d'Amine. C'est la preuve formelle qu'une communauté n'est pas qu'un nombre inscrit sur un téléphone. C'est des gens qui sont capables de se déplacer physiquement, partager une expérience. Et chez Follow, c'est ce qu'on imagine pour nos clients, des projets encore plus créatifs et encore plus impactants. Merci Ruben de l'agence Follow. Donc Jean-Pierre, est-ce que tu es addict des réseaux sociaux ? Écoute, d'abord, j'ai bien aimé ce qu'a dit Ruben. Je trouve qu'au-delà d'avoir un super look, le propos était très intéressant. Donc, je vais contacter par ton intermédiaire Ruben pour voir ce qu'on peut faire. Et deuxième chose, donc, pour répondre à ta question, je dirais que c'est plutôt les réseaux qui m'ont trouvé que moi qui ai trouvé les réseaux. C'est-à-dire que... Et on te trouve sur quel réseau d'ailleurs ? Partout. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis... Enfin, partout. Non, c'est pas vrai. Sur 2 réseaux principalement. Donc, je suis très impliqué sur LinkedIn. Donc, j'ai aujourd'hui 135 000 followers. Donc, je poste 2 fois par semaine. Et puis, je suis sur Instagram aussi, j'ai un peu plus de 60 000 followers. Voilà, donc j'ai une petite communauté qui est assez engagée. Et donc, quand je dis que c'est les réseaux qui sont venus à moi, c'est que par la télé, en fait, les gens te sollicitent. Et donc, la télé, elle te donne des droits, mais aussi des devoirs. Et dans ces devoirs, il y a quand même d'interagir un peu avec les gens qui t'aiment bien qui ont des questions, etc. Et par contre, dans tout ce qui vient d'être expliqué sur les rendez-vous physiques, sur comment on peut optimiser les choses, comment on peut aussi rentabiliser, parce que, ayons pas peur du mot, il y a un moment donné, tout ça, c'est de l'investissement, et donc il faut aussi pouvoir trouver des retours sur investissement. Je vais peut-être contacter Follow. Avec plaisir. Et on sait que tu es passionné par le voyage, que tu adores ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est parti pour l'interview Globetrotter. Jean-Pierre, est-ce que tu es prêt ? Oui. Alors Jean-Pierre, le top 3 de tes pays préférés ? Alors, Madagascar, parce que c'est un pays qui m'a toujours touché, et notamment les Malgaches sont un peuple que j'aime beaucoup, et une population, des paysages, une gastronomie formidable, voilà 3 raisons, et une nature assez sauvage aussi, 4 raisons. Deuxième pays, je mettrais bien la Bretagne, parce que... Voilà, d'accord, c'est un pays maintenant, carrément, la Bretagne. D'accord. Et donc, le 3e pays ? Moi, j'aime beaucoup Cuba. Voilà, Cuba, un pays... Alors, pourquoi Cuba ? D'accord. Parce que là encore, les Cubains... Parce que je n'ai jamais vu des gens aussi doués en tout. C'est-à-dire que les Cubains, tu vas trouver quelqu'un qui est médecin, qui chante, qui danse, qui est bon en sport. Les Cubains, c'est un peuple absolument incroyable. Et je pense que le voyage, tu vois, pour répondre à ta question en creux, en tous les cas, la manière dont je décode le voyage et les éléments d'appréciation du voyage, c'est quand même les rencontres, c'est le partage, c'est de se confronter à des réalités qui ne sont pas les tiennes, à des cultures qui sont différentes, c'est de se mettre parfois un peu en danger soi-même. Tu vois, en voyage, jeu est un autre. Et c'est ça, en fait, le voyage, c'est être un peu en lévitation et de se permettre des choses différentes. Avec Fairmove, c'est quoi le pays le plus écolo ? Le Costa Rica. Costa Rica. Pourquoi ? Parce que le mix énergétique du Costa Rica, c'est 0,50 g de CO2 pour 1 kW électrique. Et donc, c'est l'un des meilleurs mix électriques au monde parce qu'ils sont 95% hydrauliques. D'accord. Ton meilleur souvenir de voyage ? Alors, je vais te dire, mon meilleur souvenir de voyage, c'est dans le Sahara algérien, parce que j'aurais pu mettre aussi l'Algérie dans mes pays préférés, en l'occurrence le Sahara. Et j'ai été, on a fait une grande méharée, on a marché jusqu'à la Sécrème, et on a été au refuge du père de Foucault. Et là, il y avait un prêtre, le père Alain, et qui nous a invités à prendre un thé. Et le gars, il a sorti un vieux sachet de thé, mis dans un papier journal. Ça devait être la 20e fois qu'il utilisait le sachet de thé. Voilà, et il l'a mis dans l'eau chaude. Je me suis dit, jamais on va avoir du thé avec ça. et en fait, c'est peut-être le meilleur thé de ma vie. Parce qu'il y avait un coucher de soleil, il y avait un partage, c'était un moment incroyable. Et que le gars ait partagé son seul sachet de thé avec moi, déjà, c'était quelque chose, une émotion. Et je me rappelle, encore de ce moment-là. Tu vois, c'est marrant parce que je pense que j'ai jamais raconté cette anecdote parce que, elle me vient spontanément. Une belle anecdote. Le continent où il faut investir à tout prix.
Alors moi, je suis assez mauvais donc, dans ma vision donc, des pays qui vont émerger, qui vont se développer. Je pense que le pays où j'aurais dû investir donc, il y a 15 ans, donc c'est trop tard, c'est le Portugal. Parce que j'ai plein de copains portugais et il y a eu un boom du Portugal donc, de manière... Et maintenant, c'est trop tard pour investir. Oui, donc maintenant, c'est trop tard. Enfin, trop tard. C'est jamais trop tard. Mais enfin, en tous les cas, donc, je pense que le côté pionnier, voilà, donc, n'y est plus. Non, moi, je pense que les pays dans lesquels il faut investir, donc, c'est les pays dans lesquels il faut s'investir pour aider ces pays donc, à se développer. Et donc, je pense évidemment donc, à Madagascar, mais je pense au Sénégal, je pense au Bénin. Voilà des pays qui méritent qu'on s'y investisse, des populations qui attendent des choses de nous et qui ont besoin, effectivement, donc, d'avoir un petit coup de pouce. Alors, le pays le plus accueillant? Le plus accueillant, je dirais l'île Maurice. Le plus chaleureux, je dirais donc le Brésil. Et le plus surprenant, donc Haïti. Voilà, j'ai une pensée pour Haïti parce que c'est un pays qui lui aussi aurait besoin du tourisme, qui aujourd'hui donc vit l'enfer et le chaos total et complet. Moi, j'étais retourné donc à Haïti il y a une dizaine d'années avec le président donc Martelly quand il voulait relancer la destination sur le plan touristique. Ça a bien marché pendant 2 ans. Hein, donc il y a eu un développement intéressant et évidemment donc du coup la stabilité est venue. Stabilité égale tourisme, tourisme égale développement économique qui lui-même rajoute à la stabilité. Donc ils étaient plutôt bien partis. Et puis donc ensuite il y a eu les élections, un nouveau président qui s'est fait assassiner. Bon et depuis lors donc c'est à nouveau le chaos. Et c'est assez étonnant de voir que sur une même île, donc tu as d'un côté la République dominicaine qui se développe et puis de l'autre Haïti donc où c'est le chaos. Mais c'est un peuple qui m'a aussi beaucoup touché et notamment par la culture vaudou donc très présente, mais aussi par la grande culture française traditionnelle donc qu'on trouve en Haïti. Alors enfin, la pire ville que tu aies visitée? Récemment, j'étais à Montréal et j'ai été choqué de voir que finalement, on pouvait trouver des villes plus sales que Paris. Puisque eux, ils ramassent les poubelles qu'un jour sur 2. Donc, des fois, c'est un désastre avec le vent, etc. Bon, donc, voilà, je pense que il y a plein de villes très mal gérées donc, dans le monde. Je suis assez étonné de voir qu'en fait, maintenant, les maires se concentrent sur plus de l'idéologie, de la politique, de la vision, plutôt que sur le pragmatisme. Quand tu es maire, tu es au service d'une cause. Il y a plein de maires qui l'ont oublié. Et enfin, dernière question. Quel est, selon toi, le pays de la tech? C'est la Silicon Valley, je pense que Mountain View, donc il n'y a pas de débat. Moi, j'ai été la première fois à Mountain View, on nous a fait un exposé, le gars a commencé en disant 28% de l'equity mondial sont investis ici, pas en Californie. À Mountain View. Voilà, donc 28%, un tiers d'investissements mondiaux. Je croise un type, Sam Shark, il avait créé donc Hotel Tonight. Le type, donc, il dit, voilà, moi, je viens de lever donc 25 millions de dollars pour faire une application qui va permettre donc de visualiser le yield des hôtels dans la dernière journée et acheter moins cher la dernière journée. Bon. Le gars, je lui dis, mais comment t'as levé 25 plaques? 28 ans, très beau gosse, il ressemblait un peu à Michael Douglas, habillé en polo sport, donc casual chic, 500 mètres de locaux, une petite musique, des lumières, on se retrouve dans un lunch, 25 personnes, ils étaient passés en trottinette, les gars. Je lui dis, mais 25 plaques. Eh bien, écoute, très simple, 5 slides. J'ai dit, voilà, le marché mondial s'étend. 5 millions mon application, truc, tac, 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 voilà, 25 millions derrière. Et je me suis dit, mais attends, mais moi, pour lever donc 250 000 balles, il faut que j'aille voir 150 mecs, etc. Donc je lui dis, attends, mais t'étais hyper connu, t'as fait un gros succès avant. Il dit, ah non, j'ai fait un petit truc, j'ai gagné 2 plaques. Voilà. Et donc, je me dis, si t'es là, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire être au bon endroit, au bon moment. Une des grandes leçons, c'est que le business, c'est attirer à toi les énergies positives. C'est surfer les énergies positives. Alors, en France, il y en a, mais c'est vrai qu'il y a des endroits, sans doute, où il y en a un peu plus. Ceci dit, en France, il y a quand même tout un écosystème, notamment de financement, qui est unique. Donc, tu peux aller faire ton expérience ailleurs, revenir en France pour notamment bénéficier de tous les leviers qui sont à notre disposition. Je rappelle quand même que Pôle emploi, c'est le premier levier de financement donc, des startups. Premier business angel de France. Oui, et qu'ensuite, si tu veux, tu as évidemment donc, la BPI, tu as toutes les bourses, les subventions, etc. Donc, encore une fois, répétons-le, on est un pays quand même qui, certes, on n'est pas le plus grand pays créateur d'entreprises, mais on est un pays qui aide beaucoup depuis 10 ans, en tous les cas, entrepreneurs. Merci Jean-Pierre. On va revenir un peu sur l'émission Qui veut être mon associé, même si tu en parles beaucoup dans tes interviews. Alors, il y a pas mal de punchlines qui sont envoyées dans cette émission de la part de tes collègues. Et donc, on te propose donc une nouvelle interview. C'est « Ils ont dit, ils ont pas dit ». Et c'est parti pour l'interview. Ils ont dit ou ils ont pas dit.
Alors Jean-Pierre, tu es prêt? Donc c'est ils ont dit, ils ont pas dit. Donc on va te sortir des punchlines de l'émission. Soit Et tu c'est nous dommage dis... que les meilleurs, c'est les miennes. Bah, on verra. Alors je te sors une punchline, tu me dis déjà est-ce qu'ils l'ont dit et si oui, qui l'a dit? OK. Ne les écoutez pas quand ils vous disent qu'il ne faut pas aller à l'international, Éric c'est juste Larchevêque. débile. Éric Larchevêque. Éric Larchevêque. Bravo. Oh là là Ouais, là. c'était cette année. Et D'accord. donc, c'était sur un cas qui était très sympa. Et c'est la première fois qu'on a un Éric aussi offensif. Donc, D'accord. évidemment, je m'en rappelle Donc, très bien. Rappel de cette phrase. Oui. Ensuite, votre idée, elle est nulle et c'est pour ça que je vais investir. Non. Non, elle n'a pas été dit, Non. effectivement. Non, tu vois, j'ai réfléchi un petit peu, mais il me semblait Non. pas. Ça aurait pu être de moi, mais non. D'accord. Alors, ne pense pas que parce que tu as réussi un truc avec tes poudres, que tu as un avis universel et absolu sur tout. Oui, c'est une punchline de moi dans la De toi. saison 2, D'accord. à l'adresse Ah, d'Anthony tu Bourbon, retiens toutes les, dans un petit débat qu'on a eu. D'accord. D'accord. On en parlera tout à l'heure de ta relation avec Anthony. Autre phrase, est-ce qu'on a entendu... Bon, alors, j'adore l'idée, mais vous, bof. Alors ça pourrait être de moi, ça pourrait être d'Anthony, mais je ne crois pas que ça a été dit. Exactement, non, ça n'a pas été dit. Alors là, c'est un peu plus dur. Hein. Est-ce que quelqu'un a dit « J'ai pas dit que tu étais un ringard, j'ai dit que tu étais de l'ancien monde ». Oui, ça c'est Anthony qui me l'a dit à moi. Donc ça, je me rappelle. Et alors, comment tu l'as pris quand il t'a dit ça? Écoute, non, mais ça faisait suite à ce que j'ai dit avant. Donc, si tu veux, moi, je pars du principe que t'en donnes, t'en prends. Donc, moi, j'en donne, donc j'en prends, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, est-ce qu'on a entendu moi, je passe un mauvais moment, donc je vais vite m'en débarrasser, donc je vais tout faire pour convaincre les gens qu'il ne faut pas s'amuser avec ça, donc je passe. Ça pourrait être. Alors ça pourrait être du Marc Simoncini, mais j'ai pas souvenir d'avoir entendu cette phrase. C'est Simoncini qui a dit voilà. ça, effectivement. Très très fort, hein. Tu retiens tout ce que. Non, parce que tu vois, là j'avais oublié, mais. Ah, par déduction, t'as dit c'est lui. Ouais, qui je peut me dis le dire. qui pourrait dire des choses pareilles. Ouais. Ça ressemble à Marc. Ouais. Est-ce qu'on a entendu j'aurais mieux fait d'aller faire un tennis, moi, ce matin? Alors ça, c'est possible aussi. Alors ça, ce serait vraiment du Marc Simoncini. En plus, il joue au tennis. Ouais. Je sais pas si... Parce qu'il y a des cas où je ne suis pas, donc peut-être qu'il l'a... Voilà. Ouais. Si c'est quelqu'un, c'est Marc. Non, ça n'a pas été dit. D'accord. Et enfin, est-ce que on a dit Nadir, laisse-moi finir, tu reparleras après? Ah oui, bah ça, plein de fois. Plein de ça, fois. Oui. Et ça, qu'est-ce qui peut te dire ça? Ça, c'est Anthony sur le cas donc, où il veut bloquer l'investissement. D'accord. Voilà, donc c'est Anthony. D'accord. Alors, donc, le jeu est terminé, donc ça envoie quand même pas mal hein, entre vous. Alors, il se passe quoi avec Anthony? Est-ce que vous êtes fâchés? Est-ce qu'il y a un malentendu entre vous? Ah non, pour le coup, il n'y a aucun malentendu. Au contraire, on est dans un rapport extrêmement clair. Ouais. C'est deux visions des choses qui s'affrontent. Voilà, donc on l'a un peu tout à l'heure donc, esquissé donc, dans le choc générationnel, puisque lui met ça effectivement donc, en avant. Anto, il fait un peu le show. Bon, très bien, moi aussi, mais différemment. Moi, j'oublie pas quand même qu'encore une fois, donc, derrière, il y a des gens qui jouent avec leur pour eux, avenir. c'est très important. Ouais. Et voilà, et donc pour qui c'est effectivement fondamental. Voilà, et donc je pense qu'on a un devoir parfois effectivement donc de réserve. Et puis ensuite donc Anthony est dans la démonstration de sa réussite donc permanente. Moi je considère que tout ça effectivement donc c'est un peu de la poudre aux yeux. Ensuite je lui accorde d'être brillant, intelligent, d'avoir développé un modèle assez percutant donc pour bien effectivement donc surfer sur l'émission. Voilà, moi, j'ai une approche... Il est fort en personal branding. Une approche différente, et il est exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il est numéro 1 sur LinkedIn, je crois. Bon, voilà, donc il n'y a pas... Voilà, ça, c'est un fait donc, qui est indiscutable. Et donc, je trouve que d'avoir un adversaire donc, de cette qualité, ça monte aussi mon niveau de jeu. Parfait. Attends, un adversaire qui n'est pas qu'adversaire, hein, qui est aussi un confrère, un camarade. En saison 2, on était tout le temps ensemble, on était hyper potes, on partage des... Vous pouvez prendre des petits cafés ensemble. Oui, d'ailleurs, on a déjeuné ensemble récemment, voilà. etc. Donc, il n'y a pas d'inimitié totale et complète. Il y a des visions différentes, des désaccords, effectivement, voilà, de perception. Alors Jean-Pierre, chaque mois ici, on reçoit avec notre invité un invité tech, un acteur du monde de la tech qu'on veut mettre en lumière. Et aujourd'hui, donc, on reçoit Séverine Meunier qui travaille chez Airbus. C'est parti pour l'invité tech. Bonjour Séverine. Bonjour Adbouda. Bienvenue dans le Tech Show et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Séverine, vous faites partie d'un groupe de travaux, je crois, les Red Team, qui traitent de différents sujets sur l'IA et la tech. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, très rapidement. Alors pour les Red Teams, en fait, c'est un principe simple, c'est-à-dire remettre ensemble plusieurs profils pour des travaux d'anticipation. Quelque chose qui pourra arriver maintenant, dans 5 ans, 10 ans, 30 ans ou autre, ou dans un contexte complètement fou qui relève de la science-fiction. Et un peu comme le film Black Mirror. Par exemple. On essaye d'anticiper des catastrophes qui pourraient arriver. Tout à fait, qui permettra... C'est fou parce que c'était il y a 10 ans ce film et il y a des choses qui sont en train d'arriver. Oui, mais ce sont des choses qui étaient vraiment déjà préparées dans différents ministères et ça permet justement d'anticiper des choses auxquelles on n'aurait pas pensé dans les scénarios les plus fous, avec parfois des suraccidents. C'est ce que l'on voit et des surcauses. Bientôt, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Alors, je crois que de près ou de loin, vous devez suivre la sécurisation en ligne des JO. Alors, comment on sécurise un événement comme les JO ? Vaste programme. Écoutez, la sécurisation et la sécurité, elle va être multiple. Elle va être physique, bien évidemment, et également d'un point de vue techno, pour anticiper tout. Bon, ça va aller des attaques, mais ça va aller également des rançongiciels. Ça va aller aussi pour perturber peut-être les affichages des résultats sur les JO. Ça peut également être perturbé pour une partie des transports, donc pour que les personnes ne puissent pas aller de manière sereine voir les épreuves. Ça peut être également bloqué, comme ça s'est passé sur d'autres JO, l'impression des tickets, par exemple, avec les codes barres, les QR. Il y a beaucoup de risques là. Le risque, de toute manière, il est majeur. C'est un événement planétaire, tout le monde va le regarder. Si on parle il va y avoir beaucoup de tentatives, en fait. Bien sûr, c'est déjà le cas, absolument. Ouais. Dès maintenant, il y a déjà des choses qui se préparent. Depuis déjà plus de 10 ans, chacun a essayé de cartographier différentes structures, entités ou services pour voir quelles pouvaient être les failles. Et justement, à ce titre-là, vous avez une organisation qui est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui n'a fait que contribuer et préparer aussi les principales structures pour qu'elles soient à jour en termes de protection, de prise de conscience, de failles potentielles et surtout d'accompagnement. C'est ce que font de multiples structures de grande taille ou également des PME dans le cadre de l'accompagnement de ces jeux, et en particulier, mais de tous les intervenants en général. Alors, je crois qu'en parallèle, vous êtes également réserviste à la gendarmerie. Tout à fait. Et vous travaillez contre la lutte contre le e-crime. Concrètement, en quoi ça consiste ? Vous intervenez sur quel type de e-crime ? Vous avez des technos qu'on vous met à dispo ? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, sur la partie réserviste, donc vous avez plusieurs niveaux de réservistes. Je pense que ça peut intéresser aussi, parce qu'on est toujours en recherche de recrutement de profils particuliers. Alors, pour être recruté, il faut être expert en IT, je suppose. Alors, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez être réserviste citoyen, ça, tout le monde peut l'être. Donc, c'est à titre bénévole. Et ensuite, vous avez d'autres réserves qui sont opérationnelles, donc qui vont des plus jeunes jusqu'à des plus âgés, et avec des compétences de spécialistes au sein de ces opérationnels, qui vont apporter quelque chose. Et là, en l'occurrence, donc, avec plusieurs casquettes, un petit peu un couteau suisse, aussi bien sur des sujets autour de l'IA, au sujet de deepfake, des cybermenaces. Justement, c'est le premier tech show, on n'a pas encore parlé d'IA, le sujet. Le sujet. Normalement, c'est impossible. À quel moment ça arrive ? Moi, j'avais révisé. C'est impossible que dans une émission sur la tech, on ne parle pas aujourd'hui d'IA. Donc, est-ce que nous raconter un peu ce que vous faites en termes d'IA ? Je pense qu'on pourra faire un parallèle après avec la partie commerce et vous verrez dans la discussion comment. Oui, parce que c'est vrai que tu t'y connais bien en marketplace et en e-commerce. Ouais. Et donc, aussi, selon vous, comment l'intelligence artificielle va bouleverser le monde du e-commerce ? L'IA, ce qui est intéressant, bien évidemment, ça permet de gagner du temps et d'accélérer des tâches qui sont un petit peu rébarbatives. Une récurrence, par exemple. Si on fait le pendant avec le e-commerce, l'envoi de emailing, de choses comme ça, c'est des choses où il n'y a pas forcément de valeur ajoutée d'un point de vue humain. Donc ça, l'IA est parfait. Après, il faut faire très attention. L'IA peut accentuer les biais. C'est-à-dire qu'une IA, on parle de ChatGPT par exemple, une IA qui ne se baserait que sur Internet va accélérer les biais. J'ai une autre casquette, on n'en a pas parlé, donc qui est justement... Séverine. Je suis comme vous, petite tâche, et toujours très intéressée par plein de choses. Et on ne met pas en avant n'importe qui au texte. Alors, je suis impressionné. Je travaille également pour la promotion des profils féminins dans tout ce qui est métier de la tech, du cyber, mais pas que. Et en effet, par ce biais... C'est vrai qu'il y a très peu de femmes dans la cyber. Je crois que dans la tech, c'est moins de 10%, et en cyber, ça va être encore moins. Alors, en fait, dans l'IT, on se voit que les
les taux n'ont pas changé, on est en train d'augmenter maintenant avec vraiment tous les engagements de chacun. On était à 11%, on est entre 17 et 19 maintenant, mais pourquoi? Dès qu'un métier est intéressant, il se masculinise. Donc à partir de là, naturellement... Il devient moins intéressant du coup. J'ai rien dit. Non, mais il faut apprendre à travailler ensemble. Et naturellement, les femmes ne vont pas forcément se diriger vers ces carrières-là. Pourquoi? Parce qu'on a voulu en faire quelque chose de très spécifique, de très siloté. On a toujours l'image du geek et du hacker suite à capuche ou autre. Dans la cyber et dans la sécurité, c'est pour ça que j'y tiens en fait d'ouvrir plus large au niveau de la sécurité. Vous avez plein de métiers. Il y a des métiers techniques, très techniques. Vous avez des métiers de hacking, etc., avec qui on travaille aussi à cœur éthique. Mais vous avez également besoin de commerciaux, de consultants, de RH, de pub, du marketing, etc. Et ça, ce sont des métiers. Et d'ailleurs, c'est ce que on peut faire passer comme message pour les jeunes. Ce sont des secteurs où il n'y a pas de pénurie de travail. Au contraire, on en recherche. Ça paye très, très bien. Et surtout, venez comme vous êtes. Ne vous bloquez pas. Je crois que j'avais lu un rapport de la Commission européenne qui disait qu'il y avait 80 000 postes vacants dans l'IT. Donc c'est vraiment le secteur qui recrute, et même en période de crise. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas de crise. En effet. Et arrêtons d'essayer de cocher à tout prix toutes les cases, d'être le mouton à 5 pattes. Pour faire résonance à ce que vous disiez précédemment, moi je préfère avoir un mouton à 3 pattes et amener à 5 pattes et surtout ne pas être son propre frein. Et quand on parle justement, il n'y a que 11%, moi je dis, si je peux reprendre l'expression d'une amie gendarme, c'est pas 11%, c'est 89% de possibilités et donc d'opportunités. Et donc, il faut vraiment voir ça de cette manière-là. Ne pas dire, oui, c'est quelque chose d'élitiste. Non, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Et on va en parler justement, comme vous posiez la question, sur comment on travaille sur la partie IA et en gendarmerie, sur les profils et la lutte contre la e-criminalité. Ce qui est intéressant, c'est la multiplicité des différentes compétences. Compétences également de mode de pensée. Quand on va chercher un criminel, par exemple... un sujet qui est sur la pédocriminalité. On va essayer, alors se mettre à sa place, c'est toujours compliqué. En revanche, on va essayer de comprendre comment il est arrivé là, son profil psychologique, son terrain de chasse. Est-ce que ce sont sur des jeux vidéo? Est-ce que ça peut être sur différents sites ou autres? Ça fait peur, ça, qu'il chasse sur En fait, c'est pas peur. Il faut connaître, au même titre qu'il faut connaître ses ennemis, mais en tout cas les risques. Il ne faut pas mettre tout sous le tapis, ça ne sert à rien. Le risque est là, c'est un petit peu comme les JO. Il faut l'anticiper, s'entraîner, et avoir des réponses potentielles. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais au moins l'entraînement permet, c'est ce qui se passe dans toutes les forces spéciales, l'entraînement, de manière à ce que ça devienne un automatisme, et que le jour où ça arrive, on ait les bons assets et les bonnes réponses. Et pour la lutte contre la e-criminalité, en effet, souvent, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette multiplicité de profils différents et de modes de réflexion. Voilà, qui vont collaborer avec des personnes dont c'est le métier, donc très judiciaire ou autre. Et ce complément va permettre d'ouvrir, en tout cas, des champs d'action, des champs d'analyse et des champs de résolution. Au même titre, comme on parlait notamment des JO ou des grands événements, le fait de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'apprendre à travailler avec des profils un petit peu différents permettra d'anticiper des risques complémentaires auxquels on n'aurait pas pensé. Et en fait, les attaquants en face, ça peut être aussi bien des personnes par opportunisme, ça peut être aussi des personnes par conviction, ça peut être aussi l'appât du gain aussi, bon voilà, toutes ces choses-là, et ces personnes-là ne vont pas réagir de la même manière. Jean-Pierre, une réaction aux propos, merci beaucoup Séverine. Déjà, moi je vote pour Séverine, hein, donc je ne sais pas à quoi elle se présente, mais voilà, je vote pour elle. Okay. Déjà, donc je pense que, évidemment, c'est des sujets qui sont passionnants, puisque finalement, il faut toujours être dans l'anticipation du détournement possible des choses par un certain nombre de gens qui voudraient donc en profiter de manière indue. Et c'est très rassurant de voir que y a des gens intelligents qui s'investissent dans ces sujets-là. Et pour revenir effectivement donc au sujet des femmes et faire le parallèle avec ce qu'on vit sur les startups, on voit que au début, les start-upers, c'était quasiment que des garçons. Voilà, et syndrome aussi du sweatshirt à capuche. Et aujourd'hui, donc nous, en tous les cas, sur l'émission, on a quasiment autant de filles. Déjà donc, dans le jury. Le jury déjà, dans le jury. Ouais. Alors, le jury, c'est plus compliqué. Parce que le jury, c'est une conséquence finale, finalement, de ta carrière d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut avoir réalisé pour avoir de l'argent à investir. Oui. Et donc, il faut d'abord avoir fait le parcours. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes qui créent leur boîte, qui sont entrepreneuses dans tous
dans tous les domaines, souvent en duo d'ailleurs, donc, et qui réussissent très bien. Et moi, depuis le début, j'ai investi plus sur des femmes que sur des hommes. C'est un hasard complet, hein, c'était pas une volonté, mais je constate qu'il y a plein de projets intelligents et intéressants. Et donc, dans les années qui viennent, ce chiffre de 11%, déjà, je crois que les écoles d'ingénieurs, maintenant, c'est 25%. Qui est monté maintenant, qui est monté. Oui, tout à fait, 19, mais grâce à un effort collectif, de toute manière, et qui porte ses fruits. Donc, faire savoir toutes les opportunités dès le plus jeune âge, hein, ça soit déjà primaire, collège, les orientations au niveau du lycée et ensuite dans les études supérieures, parce que naturellement, les femmes qui se retrouvent dans les formations IT, elles vont se diriger vers quoi? Souvent la santé, choses comme ça. C'est vrai. Et en fait, c'est ça, il faut leur donner la possibilité de savoir. Mais si elles ne savent pas, elles ne peuvent pas... Mais souvent, quand même, tu fais une école d'ingénieur, donc déjà, aujourd'hui, il y a 25%, je crois, de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, alors que précédemment, il y en avait que 10. Bon, donc déjà, ça monte, ça va continuer. Et puis, je pense qu'il y a un rôle éducatif, là, pour le coup, positif, de toutes les séries, etc. Donc aujourd'hui, on voit qu'un tas de personnages femmes font un tas de choses qui donnent envie aussi aux jeunes filles. Avant, elles étaient cantonnées dans les codes qu'on leur proposait à des réalités qui faisaient que elles disaient « Ah non, c'est pas pour nous ». Alors que maintenant, moi, j'ai en tête un personnage génial que j'adore, qui est Salanders dans Millennium. Moi, j'ai lu ses bouquins que pour ce personnage, parce que je la trouvais absolument géniale. Je pense qu'il y a plein de jeunes femmes qui voudraient être cette Salanders. Et ce que l'on fait notamment, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire c'est vraiment la promotion des rôles modèles, justement pour créer une identité. Et les rôles modèles ne sont pas forcément que féminins, mais en tout cas le fait de voir que des parcours atypiques, ce qui est le mien, pour ça j'étais très intéressée par ce que tu racontais aussi, des parcours spécifiques permettent justement à des profils qui doutent un petit peu, toujours ce fameux syndrome de l'imposteur ou autre, que c'est possible. Et moi, des personnes avec lesquelles j'aime travailler, soit parce que Airbus le propose et le permet, soit directement par le biais des réserves ou d'autres groupes et associatifs, c'est vraiment travailler sur ces profils différents et distincts qui vont avoir aussi une intelligence de situation qu'on n'apprend pas dans les écoles et qui vont avoir quelque chose de plus. Et donc, c'est pour ça que je dis aussi que cette partie, cette pénurie en tout cas de compétences, je préfère dire compétences plutôt que de talent, plutôt que d'avoir une certification qui, vous cochez toutes les cases, mais en fait, vous êtes utilisable pour rien, va permettre aussi de recruter des profils atypiques qui sont éloignés parfois de l'emploi, soit parce qu'ils sont sortis de l'école rapidement, soit, comme je vous le parlais, il y a des hackers éthiques, il y a de tout. Il y a du gamin de 11 ans qui a sorti, et puis quelqu'un qui est complètement avec des traits autistiques, par exemple. Mais ça permet justement de remettre dans un circuit des personnes auxquelles on ne pensait plus. Et justement, on a besoin de ces compétences-là. Et ça, c'est une formidable opportunité. Ensuite, en fait, si je pouvais faire le parallèle de la partie criblage, c'est-à-dire qui est utilisée, on parlait de la e-criminalité, donc qui est multiple, on peut transposer ça aussi sur ces techniques qui sont utilisées d'un point de vue judiciaire, justement pour le transposer pour la partie marketing, pour cribler et cibler vraiment les futurs consommateurs, les futurs clients ou autres, et permettre justement la sélection des bonnes personnes pour avoir le bon produit, ou en tout cas la bonne offre qui va leur correspondre. Alors pas pour forcer l'achat, mais plutôt ce qui se rapproche du nudge, c'est-à-dire avoir quelqu'un... marketing, savoir effectivement ce qu'ils veulent et leur donner ce qu'ils veulent. Bon alors, je retiens ce que j'ai dit, je vote pour Séverine. Non, je ne vote pas, j'investis dans la start-up qu'elle va créer. Vous avez gagné Qui veut être mon associé là. Bravo. Écoutez, c'est formidable, si ça peut aider tous les fondateurs, en effet. Bravo. Merci beaucoup Séverine Meunier d'avoir été avec nous. Parcours impressionnant, exceptionnel. Mais avant de donner la parole à Adrien Laripa, qui va nous expliquer ce que c'est qu'une DNVB, je voulais, Jean-Pierre, te proposer un petit défi. Donc, c'est parti pour le défi. Alors, Jean-Pierre, au Tech Show, on aime bien les petits jeux. Et on a un petit jeu à te proposer. On va te donner 1 000 €. 1 000 € que voici. Ah, c'est bien. Je pensais qu'on venait gratuitement. Moi, 1 000 €. Et l'idée, c'est comment fais-tu pour les transformer en 10 000 € en 1 an. Donc, il faut que tu dises où est-ce que tu les placerais. Et donc, on a des propositions à te faire. Et puis, tu choisis où tu places. Donc, on a immobilier et tech. Donc, tu vois combien tu veux mettre en immobilier et en tech. Avec 1 000 €, je ne vais pas faire grand-chose en immobilier. Il faut les transformer en 10 000. D'accord. IA et crypto. Ouais. Tourisme et santé. Braquage de banque, arnaque, ça rapporte pas mal ça. Ouais. Et enfin, bourse et médias. Donc voilà, dis-nous, où est-ce que tu placerais tes 1 000 € pour les transformer en 10 000 en 1 an?
je vais procéder par élimination. D'accord. Braquage de banque et arnaque, j'ai plus l'âge. Donc et en pas plus, ton truc. c'est quand même très risqué pour 1000 balles. Voilà. Si tu veux, je vais Pour éviter. 10 000. Non, Pas pour 10 000, parce que je gagne 10 000, d'accord. Là, on a éliminé les Donc, arnaques. Et quelqu'un de droit, tu fais pas d'arnaque. Bourse, donc Ouais. je pense que c'est un peu de la loterie en tous les cas. Donc tu fais en bourse, quand tu as fait une bonne année, tu fais 15%. Donc Ouais. je vais jamais arriver à faire les 10 000 euros qui est le challenge. Sauf Tesla, où on peut faire des gros coups quand même. Oui, alors après tu peux faire des gros coups, mais ça veut dire que dans ces cas-là, tu dois tout miser sur une ou deux valeurs. D'accord. Et donc c'est une prise de risque qui est majeure. Voilà. D'accord. Donc moi je pense, et surtout, t'es pas acteur. Donc moi, en fait, ce que je ferais, je mettrais, allez, 200, 20% de mon montant, D'accord, voilà, de ton je le patrimoine. mettrais effectivement donc, sur des médias, D'accord. parce que je peux être acteur, tu vois, et D'accord. que je peux effectivement donc... Ok, il te reste 800 euros. Être locomotive. On a 1 an pour faire 10 000. Hein. 800 euros, donc j'irai pas sur la crypto, parce que là, encore une fois, c'est de la loterie. Ça peut aller vite. c'est-à-dire Ça peut aller vite. oui, ça peut aller très très vite sur la crypto, mais ça Ouais. peut aussi aller vite dans l'autre sens. Hein, donc Ouais, bon, c'est vrai. voilà. Donc encore une fois, il faut bien que les gens comprennent que quand on peut gagner, ça veut dire aussi qu'on peut perdre. Bon. Alors que font les gens? Ils font un peu du copy trading, c'est-à-dire qu'effectivement, donc ils vont piocher de l'information chez l'un ou l'autre. Alors si je peux téléphoner à un ami, en l'occurrence Ouais. à l'archevêque, Voilà. je veux bien lui, il va mettre te 100 conseiller. 100 euros sur 100, les, mais 100 avec les conseils de l'archevêque. Exactement, 100 Voilà. euros sur la Donc crypto. c'est le dernier qu'on n'aura pas encore reçu au Tech Show Bon, là. ben voilà, l'invitation est lancée. Donc Voilà. d'ailleurs, du coup, je double la mise. Oh là là. Parce que je me Là, dis que finalement, t'as tout mis sur la crypto. je me dis qu'Eric doit pouvoir effectivement donc m'aider sur le D'accord. C'est sujet tout d'un en coup, t'as question. réalisé que tu connaissais un expert. Et puis après, je mise sur moi. Et donc, D'accord. je mise sur le tourisme. Sur le tourisme. Parce Donc, que je pense que c'est là que mais tout sur j'ai ta l'expertise nouvelle la plus forte. Que D'accord. c'est là que j'ai une capacité. Ça veut dire quoi l'expertise? Ça veut dire que tu as une capacité à anticiper au nom de tes connaissances passées pour déterminer et décrypter le futur. Voilà. Et donc, je pense que dans le tourisme, je décode assez bien donc, les évolutions du secteur et je saurais trouver donc, la boîte ou les boîtes. Du reste, c'est ce que je fais avec C'est ça, un vrai entrepreneur, c'est que tu mets tout ton patrimoine pour ton entreprise, pour toi, et ce que tu maîtrises le mieux. Je mise à 60%. Donc, tu mets sur tes amis et sur toi. Exactement. En fait. Voilà, c'est ça en fait, pour résumer. Hein. Pour résumer, c'est ça. Bah, génial, bah, merci beaucoup de t'être prêté à ce jeu. Jean-Pierre, tu dis souvent que tu as réussi, toi, sur le long terme, que tu as mis du temps à réussir. Quels seraient pour toi les 3 conseils que tu pourrais donner à un jeune entrepreneur? Déjà, le premier conseil, donc, c'est de partir du principe que entreprendre, donc, c'est s'investir à 400%. Et donc, quand tu prends cette décision d'entreprendre et que tu es jeune, si tu as pour toi donc d'avoir une énergie colossale, et donc il va falloir l'utiliser et tu vas devoir l'utiliser. Tu sais que tu vas mettre entre parenthèses ta vie sociale pendant un certain temps parce que tu verras moins tu verras moins tes amis, tu verras moins ta famille, etc. Et donc, il faut être prêt à en payer donc le prix. Et puis, il faut être prêt à payer donc le prix de la charge mentale qui va en fait t'obséder, parce que tu vas te réveiller la nuit avec tes comptes en tête, avec ta to-do list, avec ce que tu n'as pas réussi à faire, et puis parfois donc avec les tes bonnes échecs. et les mauvaises nouvelles. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai une phrase là-dessus. Je dis quand tu es entrepreneur, donc il faut savoir donc savourer les petits moments de bonheur parce qu'il y en a, les petites victoires. Et puis il faut savoir dépasser les échecs parce que évidemment donc il y en a forcément. t'en as aussi donc pas mal. Donc ça c'est je campe un peu ce qui va t'arriver par anticipation de manière à ce que tu dises pas moi je savais pas, je pensais que c'était facile, etc. C'est très dur, beaucoup plus dur que tu ne crois encore. Donc, c'est vrai qu'on voit souvent, on vous voit le jury de Qui veut être mon associé, on a l'impression que c'est limite, c'est facile, vous avez tous réussi, tout ça, et on ne se rend pas compte de toutes les galères qu'il y a derrière. Évidemment. Et d'ailleurs, on est tous passés par des étapes donc, difficiles et compliquées. Un entrepreneur qui n'a pas galéré, ça n'existe pas. Un entrepreneur successful. Voilà, je ne pense pas. Et je pense qu'en plus, si tu veux, moi j'ai démarré sans réseau, sans connaissances particulières, etc. Et donc, ce sera mon deuxième conseil, c'est fais un business que tu maîtrises. Pour revenir à l'investissement qu'on a vu juste avant, il y a plein de gens qui sont dans des trucs dont ils ne connaissent même pas. Exactement. Les tenants et les aboutissants. Parce qu'ils disent c'est là qu'il faut être, parce que quelqu'un leur a dit c'est un bon business, parce qu'ils s'associent avec quelqu'un qui, soi-disant, connaissait un peu mieux, effectivement, donc, le secteur. Moi, je pense que quand on s'attaque à quelque chose, il faut avoir pour obsession d'être le meilleur dans le domaine que tu vas adresser. Et puis, troisièmement, il faut prendre un secteur où ton ambition n'est pas démesurée par rapport à tes moyens. Est-ce que tu as, encore une fois, les moyens de cette ambition? Par exemple, moi, j'ai commencé par la restauration, parce que la restauration, ça nécessite peu de capitaux. Tu achètes un four, monter un nouveau Google avec 1000 €, c'est compliqué. C'est impossible. Et monter un Google quand tu es en France, déjà, donc c'est impossible. Donc, en fait, c'est même pas la peine, c'est peine perdue. N'y va pas. Et moi, des fois, je dis aux gens, l'autre jour, je croise quelqu'un qui me dit, voilà mon idée, etc. Je lui dis, elle est débile, vous n'avez aucune chance. Donc, le mec interloqué me dit,
Ah, mais est-ce que je peux argumenter? Mais je dis, mais non, on n'est pas dans un débat. Tu me poses une question, je te réponds, et voilà, après, fais ce que tu veux. Tu vois, bon, voilà. Et donc, encore une fois, des idées, il y en a plein. Des bonnes idées, il y en a déjà moins, mais des bons gars pour les exécuter, c'est encore plus compliqué. Et dans l'exécution, il y a les moyens que tu peux mettre à disposition des gens. Et ça revient à mon premier business, où j'ai compris qu'il fallait décrocher la position parce que je n'avais pas les moyens d'aller plus loin. Jean-Pierre, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une DNVB? Bah évidemment. Digital Native Vertical Brand. Évidemment, je connais bien les DNVB. Concrètement, c'est une marque qui naît du digital. Et donc, c'est l'heure de retrouver notre ami Adrien Laripade de la société 140 Studios. Et aujourd'hui, il va nous parler de Peeble. C'est parti pour la DNVB Stories. Connaissez-vous le projet de crowdfunding qui a réussi la meilleure campagne de financement de l'histoire? Eh bien, il s'agit de Peeble, la première montre connectée. Au final, l'entreprise a engrangé 43 millions de dollars de financement sur 3 campagnes records avant de fermer tristement ses portes en 2016. Je m'appelle Adrien et voici DNVB Stories. L'épisode d'aujourd'hui pourrait s'appeler « Comment saboter une super idée avec de mauvaises décisions ». À l'origine de Peeble, on trouve Eric Migikowski, un entrepreneur canadien qui a eu l'idée géniale de créer une montre capable d'afficher les messages reçus sur son téléphone. Migikowski et son équipe travaillent sur l'idée et lancent leur premier prototype appelé Impulse. Ils trouvent un investisseur qui injecte 375 000 $ pour lancer la fabrication de ce premier modèle. Mais Migikowski va commettre sa première erreur. Il fait le pari de développer sa montre sur la plateforme BlackBerry uniquement. Le temps de finaliser la conception de sa montre et de la produire, la mode BlackBerry est déjà passée et le lancement de la Impulse est un four absolu. Dans le même temps, la mode des objets connectés va se développer et créer un terrain favorable au développement des smartwatches. L'équipe va donc travailler sur un nouveau modèle, compatible avec tous les OS cette fois et waterproof. Après l'échec du premier modèle, les investisseurs sont un peu frileux et personne ne veut miser sur l'entrepreneur. En 2012, l'équipe lance donc une campagne de crowdfunding pour la nouvelle version de leur montre connectée qu'ils appellent la montre Peeble. L'objectif initial, c'est de lever 100 000 $. Et à leur grande surprise, ils atteignent cet objectif en seulement 2 heures. Finalement, la campagne lève plus de 10 millions de $, ce qui est à l'époque un record pour Kickstarter. Le succès fulgurant de la campagne de crowdfunding fait de la montre Peeble un phénomène. Les consommateurs sont convaincus par la promesse d'une montre intelligente et Peeble devient l'une des premières entreprises à populariser le concept de smartwatch. Mais comment résister à l'arrivée de Golgot comme Apple ou Samsung lorsqu'ils décident d'attaquer votre marché? Eh bien pour Peeble, plutôt pas mal. Mais plusieurs problèmes de qualité viennent ralentir la croissance de l'entreprise. En 2015, Peeble va alors lancer une nouvelle version de sa montre, la Peeble Time, pour résoudre ces problèmes. Et là encore, on passe par Kickstarter. On ne change pas une équipe qui gagne. Les records sont une nouvelle fois battus et c'est plus de 20 millions de $ en précommande que l'entreprise enregistre sur ce nouveau modèle. De quoi voir venir? À la même époque, le groupe horloger Citizen fait une offre de rachat de Peeble pour une valeur de 740 millions de $. Mais Migikowski refuse. C'est la folie des grandeurs chez Peeble qui passe de 25 à 160 salariés en à peine quelques mois, mais les investisseurs ne suivent toujours pas et l'entreprise peine à financer son train de vie. Un premier plan de licenciement est alors acté et Peeble tente de sortir un 3e produit. Une dernière fois, Peeble va casser Kickstarter et lever près de 12 millions de $ pour ce nouveau produit. Mais ce sera le chant du cygne pour Peeble et la chute inexorable arrivera en 2016 lorsque l'entreprise annonce sa vente à son concurrent Fitbit qui ne poursuivra pas son activité. Peeble est donc un exemple vraiment étonnant du potentiel que peut représenter le crowdfunding, mais il illustre aussi comment une belle promesse peut être sabotée par une série de mauvaises décisions. Le marché peut être très cruel. Les pionniers de la smartwatch dominaient le marché jusqu'en 2015 et ils auront levé plus de 40 millions de $ auprès de leur communauté. Et pourtant, qui s'en souvient aujourd'hui ? Merci beaucoup, Adrien. Alors, c'est intéressant cette histoire de Peeble. Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire ? C'est génial, ça me rappelle Groupon. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà évoqué le cas de Groupon ici. Donc, si. 2 milliards donc, qui est proposé au fondateur, puis après 4 milliards, il refuse, et puis finalement, il part avec 0. Et donc, savoir vendre au bon moment... et un peu ce qui t'est arrivé, où tu as eu une offre supérieure à ce que tu as finalement Bien sûr, mais moi, je le dis à qui veut l'entendre, que je n'ai pas vendu au plus haut, qu'on vend rarement au plus haut, mais ça arrive, certains le font, et en tous les cas, moi j'ai juste une phrase là-dessus, c'est que je connais beaucoup plus de gens malheureux de ne pas avoir accepté l'offre qui leur a été faite que de gens qui s'en félicitent. Voilà. Jean-Pierre, il y a une séquence emblématique au Tech Show, ça s'appelle le J'investis, j'investis pas. Tous les invités ont participé à cette chronique, donc c'est parti pour le J'investis ou j'investis pas.
Alors Jean-Pierre, cette chronique te va bien, hein, puisque c'est très simple. En fait, il faut juste avec une idée, je vais juste te donner des idées de start-up, et tu me dis juste avec l'idée si tu investis ou si tu n'investis pas. D'accord. Rappelons quand même qu'en général, on juge aussi les hommes. C'est ça, mais là, c'est juste l'idée. Là, c'est juste sur l'idée. Très bien, je me prête à l'exercice. C'est parti. Donc, à la niche, un service qui permet de faire garder son animal de compagnie partout en vacances. J'investis. Flemmard Travel, un casque virtuel qui permet de voyager à l'autre bout du monde en restant chez soi. J'investis pas. J'y ai jamais cru à ces casques. Et bien, on en a pris parce que ça fait 15 ans qu'on en voit et que ça n'a jamais marché. Maintenant, tôt ou tard, il y en a un qui réussira. Mais pour moi, c'est l'anti-modèle. Tu n'investis pas. City Scanner, un scanner, un peu sur le modèle de Yuka, qui donne des infos sur tous les monuments, rues, restaurants pris en photo. Oui, alors ça, il y a déjà beaucoup d'applications. Il n'y en a aucune qui a réussi à monétiser donc, le sujet. Je pense que si l'équipe est bonne, je pourrais investir. Alors là, je précise, hein, c'est notre stagiaire qui a rédigé la prochaine start-up. Donc, ça s'appelle Oubedav, une carte interactive où on trouve les meilleurs endroits pour se procurer la meilleure drogue dans chaque pays. On parle de drogue douce, bien évidemment, rajoute-t-il. Ouais, bon, j'investirai pas, à la fois pour des raisons morales, éthiques, et aussi, effectivement, parce que voilà, je pense que, finalement, pas besoin de carte virtuelle, ils savent très bien où c'est, en général. Bidonville, un tour guide qui te fait visiter les pires endroits de la planète pour te montrer que, finalement, ta vie n'est pas si nulle. Oui, alors ça existe, hein, donc le tourisme de guerre, notamment donc, avant la guerre en Ukraine, donc on pouvait visiter Tchernobyl, moi j'y suis allé, donc il y a un tourisme de voyeurisme comme ça qui se développe, et c'est vrai pour les bidonvilles, pour les favelas ou les bidonvilles à Madagascar. Ou tu n'investis pas? Non, je n'investis pas parce que je trouve que c'est sordide et que franchement, si tu veux, donc comparer ta vie à celle des autres et dire finalement elle est pas si nulle, c'est plutôt mon action serait plutôt de faire en sorte que la vie des autres soit moins nulle. Voilà. Bien sûr. Mamie Mange, un réseau de grand-mères dans chaque pays qui cuisine pour les backpackers avec un tarif unique. Génial. Alors ça existe, etc. Mais c'est formidable. Donc ça c'est dans le sens de l'histoire. Évidemment, donc ce qu'on appelle le tourisme d'immersion. Donc magnifique. Et enfin, le Tech Show, une émission qui te nourrit de tech et de digital. Bah là, ça y est, je suis déjà investi. J'ai passé 1 heure de mon temps, génial. Ce qui est finalement la denrée la plus rare chez moi, le temps. Ah, génial. Merci beaucoup alors. On est ravis de t'avoir comme actionnaire. Jean-Pierre, j'ai justement une mauvaise nouvelle à t'annoncer, c'est que c'est bientôt la fin de cette émission. Ah zut, je pensais qu'il y avait une question hyper dérangeante à la fin. Avant de terminer, c'est parti, puisque tu le demandes et que tu le sollicites, c'est parti pour l'interview Confession. Alors Jean-Pierre, l'interview confession, nous sommes dans un confessionnal, donc tu dois absolument répondre sans langue de bois, mais je crois que ce n'est pas ton habitude, en étant le plus sincère possible. Mais parce que tu as été exceptionnel pendant cette émission, parce qu'on a vraiment adoré échanger avec toi, on te donne un joker. Donc tu as le droit, une fois, de ne pas répondre à une des questions. Est-ce que tu es prêt ? Parfait, je suis prêt. Jean-Pierre, quelle est ta phrase favorite en interview ? En fait, moi, je prépare pas les interviews, donc parce que je considère que finalement c'est un brainstorming. Après, ma phrase favorite en interview, donc ça tient souvent donc à des mots au partage, à l'expérience, à l'immersion. Voilà des mots que j'ai employés, je pense, au cours de l'interview. Est-ce que parfois tu as envie de tout arrêter ? Oui. Ah bah oui. Ah bah ça, il faut le dire. C'est-à-dire que le nombre de... un entrepreneur, c'est forcément par définition un dépressif. Parce que tu as une charge mentale permanente qui parfois te font dire j'en ai ras la casquette et donc je voudrais effectivement faire autre chose. Des fois, la formule j'en ai plein le dos. Moi, il y a des soirs où j'ai mal au dos et je me dis mais cette formule, elle est vraiment excellente. Tu vois, donc, et pourtant, je ne fais pas des travaux physiques. Donc oui, bien sûr, que j'ai voulu arrêter plein de fois. Il y a une phrase qui est géniale donc, de Lao Tzu qui dit donc l'homme qui... regarde le passé donc est dépressif, celui qui regarde le futur est anxieux et donc seul le présent t'apaise. Mais nous entrepreneurs, on doit jongler avec les trois en permanence. L'entrepreneur qui anticipe pas le futur, bah, il avance pas. Celui qui est pas conscient de ce qui s'est passé donc avant, et bah, il a pas le socle, les fondations donc pour continuer donc à avancer. Et puis la gestion du délivré quotidien fait partie de ton action. Et donc bah, déjà cette grammaire en fait du business te met sous pression en permanence. Donc évidemment il y a des fois si tu es lucide et sincère avec toi-même ou tu as envie d'arrêter. Jean-Pierre, est-ce que tu as déjà triché pour réussir quelque part ? C'est maintenant que tu pourrais utiliser le joker. Non, mais j'ai sûrement triché. Attends, moi, je suis pas d'une morale à toute épreuve. Toi, je pense qu'en sincérité, si tu veux, tout le monde a triché dans sa vie. C'est-à-dire que j'ai peut-être triché un dimanche matin à la boulangerie pour passer devant quelqu'un. J'en sais rien. En tous les cas, si tu veux, ce qu'il y a de certain, c'est que je n'ai jamais trompé personne. Voilà. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que tromper quelqu'un, c'est promettre la même chose à deux personnes différentes, sachant que tu vas forcément en flouer une des deux. Voilà. Moi, en tous les cas, si j'ai parfois, effectivement, donc,
donc jouer avec la réalité des situations, mais je n'ai jamais, je pense, entraîné des gens dans le malheur avec moi. Voilà. Et quelle est l'erreur que tu ne referais jamais ? De ne pas vendre assez tôt. Je pense que j'ai pris beaucoup de risques dans ma vie. Je n'ai jamais raisonné en termes de patrimoine. Et ça a peut-être été un de mes défauts. Parfois, j'ai refusé des associations, etc. Peut-être par ego, peut-être par mauvaise humeur du moment. Qui aurait pu t'aider à aller plus loin. Exactement. Par exemple, j'ai refusé Apax à une époque dans ma vie d'entrepreneur, donc, parce que j'ai trouvé arrogant. J'aurais mieux fait de mettre un peu d'humilité dans mon jeu, sans doute, plutôt qu'effectivement de la jouer sur l'ego. Si tu devais refaire l'émission Qui veut être mon associé, est-ce que tu la referais ? La question pourrait même se poser donc très directement au futur. Est-ce que tu vas faire la prochaine saison aussi ? Effectivement, je serais amené à faire. Je ne sais pas. Ça coûte quand même 1 million par an, cette histoire. Je ne sais pas pour plusieurs raisons. La première, parce qu'effectivement, c'est 1 million par an. Donc, la deuxième, mais moi, j'espère que depuis le début, j'ai fait des bons investissements et que dans chaque saison, j'ai au moins un investissement qui va payer les autres. C'est ça. Donc, finalement, c'est pas très gênant. Et je pense même que je serai en plus-value. Voilà. Donc, à date, si je devais. Ça, on faudra attendre peut-être 5-6 ans pour faire le point. Ouais, 3-4 ans, je pense. Dans 3-4 ans, je pense tu reviendras au Tech Show pour nous dire. Exactement, et je vous dirai donc, et je pense que j'ai un portefeuille qui va fonctionner. Voilà. Pourquoi je pense ça ? Parce que je suis très proche des entrepreneurs, c'est-à-dire que moi je fais beaucoup de mentorat. Est-ce que tu penses que les autres jurys aussi vont faire un bon retour ou pas tous ? Pas tous. Pas tous. Non, on va pas dire qui, mais pourtant il y a certains qui font pas les bons retours. Je pense que certains ont fait des investissements qui sont pas très bons. Certains vont perdre de l'argent. Voilà, et moi je pense que pourquoi moi je peux en gagner ? Parce que je m'investis beaucoup dans les boîtes, beaucoup auprès d'entrepreneurs, et donc je sais évaluer les choses parce que je suis au cœur du business avec eux. C'est pas moi qui fais le business, mais je suis très proche de. Tu es un business angel très actif. Très actif. Voilà. Et je crée les synergies, les passerelles, etc. Donc ça, c'est un point important. Donc ça, c'est pas le sujet, l'argent. Le deuxième sujet, c'est plutôt le temps consacré justement à ces investissements. Et à chaque fois, en fait, ça s'ajoute. Quand tu fais de la télé-réalité, normalement, donc la saison après, tu repars à zéro. Oui. Mais non, tu dois suivre les boîtes d'avant. Les précédentes. Et donc, quatrième sujet, j'ai quand même une boîte donc, où j'ai engagé plein de gens derrière moi. Donc, Fairmove, dont je m'occupe à 90%. Vous êtes combien de personnes aujourd'hui chez Fairmove ? On est une quarantaine. D'accord. On a une quarantaine avec toutes les boîtes rachetées. Donc, on a beaucoup d'enjeux. Et donc, j'ai aussi des actionnaires donc, auprès de qui je me suis engagé à un certain nombre de choses. Et donc, je dois délivrer maintenant, effectivement, tout ça. Et puis, dernière chose, est-ce qu'ils vont me réinviter ? On ne sait pas. On l'espère en tout cas. Est-ce que parfois tu as l'impression d'être un peu réac dans l'émission ? Et c'est assumé ? Dans l'émission ? Non, mais je suis un peu réac tout court. D'accord. Tu vois, pas que dans l'émission. D'accord. Je suis réac dans le sens, effectivement, où il y a un certain nombre de choses qui me sont chères, comme le respect, l'éducation, tu vois, donc la discipline, etc., etc. Par exemple, il y a des gens qui viennent, les mains dans les poches, et j'ai l'impression qu'ils se foutent un peu de notre gueule, parce que ils n'ont même pas préparé l'émission. Je pense que alors que c'est un énorme, pour eux, c'est une énorme opportunité. C'est une énorme opportunité. Ils prennent la place de quelqu'un d'autre. C'est ça. Parce qu'il y a 50 entrepreneurs, si, tu vois, t'aurais pu être quelqu'un de sa place. Et puis nous, on va investir 1h30 de concentration extrême, parce que à la fin, quand tu fais une conclusion, tu vas essayer donc d'expliquer pourquoi tu vas pas et que ça serve, ça donne un éclairage à celui à qui tu parles. Et donc on fait l'effort. Moi, il n'y a aucun cas où je me dis dès le départ, ah non, ça m'intéresse pas. Je vais roupiller pendant 1 heure. Non, moi je trahis pas. Je trahis pas mon rôle. Et la raison pour laquelle effectivement donc je suis là, donc j'attends aussi des autres qu'ils en fassent autant. Si tu avais une lampe magique, tu ferais quel vœu ? Je ferais le vœu moi, si tu veux, donc toute la mission que je me donne, donc c'est d'essayer, donc au travers du tourisme, de créer les conditions d'un monde apaisé. Et donc, si j'avais une lampe magique, j'essaierais de créer les questions, de régler les 3 grands problèmes de l'humanité la faim, donc le carbone, l'accès à l'eau et la dignité humaine. Donc 4 même, tu vois, j'en rajoute un. Est-ce qu'il y aurait cru le petit Nadir en te voyant aujourd'hui ? D'abord, je vais te dire. J'aime beaucoup l'enfant que j'étais, les différentes époques du Nadir que j'ai été, du petit Nadir, du petit Nadi, même parce que ma grand-mère m'appelait Nadi. Et je pense que l'enfant que j'étais, je dirais qu'on a eu non pas le parcours qu'on rêvait, parce que moi j'ai jamais rêvé, le parcours dont on s'est donné les moyens, effectivement. Donc, et si on n'est pas les meilleurs, on s'est quand même donné un avenir meilleur. Et enfin, dernière question, Jean-Pierre, est-ce que tu reviendras nous voir au Tech Show ?
Avec grand plaisir, parce que je ne savais pas que c'était fini, ça passe très très vite, et c'était un vrai plaisir. Donc, merci beaucoup, tu as été exceptionnel, j'étais vraiment ravi, j'ai vraiment été ravi d'échanger avec toi. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous, c'était encore une fois un plaisir de t'avoir. Non mais tu rends les gens intelligents, donc merci à toi. C'est un super compliment. Alors je voudrais aussi remercier toutes les équipes de Serge Calfon, de Magnéto Serge, mais également Amélie Juillet, Vanessa Méritet, Valérie Texero, John Demaillot, ainsi que toutes les équipes de 140 Studios et toutes, bien sûr, les équipes d'European Digital Group. Merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux. Vous êtes plusieurs centaines de milliers à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout, restez connectés.